Bonjour à tous, c'est Yuzu, bienvenue dans ce troisième épisode de l'XP du Geek, qui va d'ailleurs bientôt changer de nom, mais ça c'est pas grave. Donc dans cet épisode le sujet va être les liaisons covalentes. Alors n'ayez pas peur, derrière ces mots très compliqués au premier abord, c'est en réalité très simple. Les liaisons covalentes sont un type de liaison entre les atomes. Au même titre que les liaisons ioniques et métalliques que nous verrons dans deux autres vidéos distinctes, les liaisons covalentes permettent aux atomes de se souder entre eux pour créer des molécules et donc l'essence même de notre matière. Matière classique, l'antimatière c'est compliqué. Bref. Donc générique, on va voir ça dans les plus amples détails. Donc les liaisons covalentes, comme je vous l'ai dit, c'est un type de liaison entre atomes. Il faut d'abord voir ce que c'est un atome. Un atome c'est ça. Enfin, en réalité c'est ça, mais les atomes prennent en compte la physique quantique, qui n'est pas du tout de notre niveau pour le moment. Donc on va garder ce modèle là. Un atome est constitué au minimum, c'est le minimum syndical, d'un électron et d'un proton. Point. Ça c'est l'atome le plus basique du monde. C'est l'hydrogène, l'atome le plus basique du monde, et un électron, un proton. Voilà. Pour ce qui est des charges, bien qu'on ne s'en servira pas, l'électron est négatif et le proton positif. Également, l'électron est beaucoup plus petit que le proton et au milieu, enfin entre eux, et dans une sphère autour d'eux, il y a du vide. Donc le vide, c'est réellement du vide. Pas de charge, pas d'antimatière, pas de particules encore plus petites que l'électron, non, rien. Du vide absolu. Rien. Je sais que c'est dur à s'imaginer, mais rien. Voilà, point. Et sinon, à cette formule de base, enfin plus précisément au noyau, au proton donc, peut s'allier un neutron. Donc le neutron se colle au proton via l'interaction forte, mais ça c'est pas grave, ça va être des quarks en fait, ils se lient entre eux, mais on va pas en parler. Un proton se colle et donc un neutron se colle à un proton et donc il est neutre. C'est pour ça qu'il n'influe absolument pas. C'est pour ça également qu'on dit que l'atome est neutre. Réfléchissez, un proton positif, un électron négatif. Les deux s'annulent, l'atome est neutre. Et les neutrons ne viennent pas poser de problème vu qu'eux aussi ils sont neutres, donc ils n'influent en aucun moment. Ces atomes forment des molécules, par exemple ici H2O et ici CO2. Ils sont les deux molécules que nous allons utiliser à titre d'exemple. C'est deux molécules très basiques et qui obéissent à deux règles différentes. Donc c'est très simple. Et pour vous expliquer, ça va être pratique. Donc H2O et CO2. Maintenant que vous savez ce que c'est un atome, on va pouvoir passer à la deuxième partie. La règle de l'octet et du duet. Donc la règle de l'octet et du duet sont les deux règles qui régissent les liaisons covalentes. Il n'y a qu'une seule condition d'entrée, donc c'est très simple. Donc une condition d'entrée, c'est une condition à réunir pour que la règle marche. Enfin, ça c'est pour la géométrie. En réalité, là, une condition d'entrée, c'est plus la classification, le type d'atome qui va se affilier à cette règle. Vous allez comprendre quand je vous la dirai. Donc on va commencer avec la plus simple, la règle du duet. Donc duet, un duo, c'est 2. Vous allez comprendre pourquoi 2. Donc la règle est si Z égale ou inférieur est égal ou inférieur à 4. Donc Z, c'est le nombre de protons. Ne vous embêtez pas, Z, c'est la couche de protons. Point. Il y a des couches pour les électrons, KLM. C'est facile à retenir, KLM, en partant de la plus proche du noyau à la plus lointaine, donc KLM. C'est très simple à retenir, c'est comme OKLM. Le O calme, c'est OKLM, et donc OKLM, c'est les couches. Voilà, moyen mémotechnique de racaille. Mais donc Z, c'est le nombre de protons. Nombre de protons. Donc si dans un atome, le nombre de protons est inférieur ou égal à 4, pourquoi ou égal à 4 l'autre règle, c'est supérieur à 4. Donc 4 n'aurait pas été précis, donc on l'a mis avec la règle du duet. Donc c'est pour ça, inférieur ou égal. Donc inférieur ou égal à 4, pour être stable, donc un atome, donc ça c'est dur à comprendre, mais un atome de base n'est pas stable. Plutôt il l'est, mais de façon assez insidieuse. Pour être stable, ou pur, si vous êtes du genre nazi, ou pur, il a besoin d'avoir une consistance, une formule, enfin, une forme électronique, une formule électronique, ça c'est trop compliqué, ça ne nous sert pas, identique à celle d'un gaz noble, ou celle d'un gaz rare.
comme vous voulez, c'est la même chose. Donc pour les gaz rares, vous avez l'hélium, le krypton, ouais, le krypton, le néon, enfin bref, des gaz rares ou nobles, ça dépend. Et pour avoir cela, il a besoin d'avoir 2 électrons dans sa couche. Je sens que je vous ai perdu là. La règle stricte, si un atome a un nombre de protons inférieur ou égal à 4, pour être stable, il a besoin d'avoir 2 électrons. Point. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Pour la règle de l'octet, c'est très simple. Octet, octopus ou octopus. C'est comme octopus, c'est un poulpe, donc avec 8 tentacules, donc octo c'est 8. Octo 8, donc la règle de l'octet c'est exactement la même règle, en inversant certaines variables. Donc si un atome a un nombre de protons supérieur à 4, il a besoin pour être stable, pour avoir une formule identique à celle d'un gaz noble, il a besoin d'avoir 8 électrons. En réalité on dit 8 électrons de valence, mais bon c'est pas grave. C'est 8 électrons de valence, mais ça c'est pas important. Donc on va prendre certains exemples et la vidéo sera finie. Car là c'est bon, on a le strict minimum pour comprendre. Et les équivalentes c'est ça. Donc on va d'abord prendre notre exemple d'H2O. Et pour s'aider on va prendre le modèle de Lewis, un chimiste ou un physicien qui a inventé cette représentation qui est très simple. Donc H2O, on va commencer par ça. Sachez que l'hydrogène obéit à la loi du Dewey et que l'oxygène est affilié à la règle de l'octet. Donc pour être stable, un atome d'oxygène a besoin de 8 électrons de valence. Et un hydrogène en a besoin de 2. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour que vous compreniez bien, dans l'air, on entend souvent dire qu'il y a de l'oxygène, c'est faux. Dans l'air, il y a du dioxygène. 2 oxygènes collés entre eux, qui sont stables donc. 2 oxygènes collés entre eux. Quand vous dites qu'il y a de l'oxygène dans l'air, c'est comme s'il y avait un atome d'oxygène qui se baladait dans l'air. C'est totalement faux, c'est du dioxygène. Mais bon, à part ça, c'est pas important. Donc H2O, un atome d'oxygène a 6 électrons de valence. 6. Donc si vous faites le calcul, il n'en a besoin plus que de 2 pour être stable. Pour en avoir 8. C'est plus 2, 8. Donc il lui manque 2. Un hydrogène a 1 électron de valence. Comme je vous l'ai dit, l'atome le plus basique du monde. Il en a 1. Donc pour être stable, on a besoin d'avoir un plus 1 de 1 de plus. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il y a une entente mutuelle entre les atomes. C'est un partage. Attention, là ce que je vais vous expliquer est un poil compliqué. Ce n'est pas qu'ils se volent des électrons, c'est qu'ils se les partagent. Je m'explique. L'oxygène qui a 6 électrons va en partager un, va donner un de ses électrons, enfin mettre en commun un de ces électrons avec l'hydrogène, qui en obtiendra un, qui donc sera stable, il sera content. L'hydrogène, lui, met son seul électron à disposition, mettre en commun. En fait, c'est les électrons qui vont tourner autour également de l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, les électrons vont tourner également autour. L'hydrogène a reçu un électron de l'oxygène, il en a 2, il est stable. L'oxygène en a reçu un de l'électron, il en a 7, il n'est pas stable. C'est pour ça qu'il fait exactement la même opération avec un autre hydrogène qui fait H2O. Donc H2, deux atomes d'hydrogène, car l'hydrogène est stable, les 2 hydrogènes sont stables via le même atome d'oxygène. L'oxygène lui a besoin de 2 hydrogènes pour être stable. Vous saisissez? Et pour le CO2, c'est exactement pareil, sauf que le carbone également obéit à la loi de l'octet. Et là se passe quelque chose que nous n'avons pas encore vu mais qui est très simple, une double liaison. Une double liaison, c'est comme une liaison classique, sauf qu'ils échangent 2 électrons. Donc l'oxygène va en échanger, le carbone a 4 électrons de valence, déjà ça c'est, voilà. Le carbone en a 4, l'oxygène comme d'hab il en a 6, donc il en échange 2 avec le carbone, ce qui fait 6 plus 2, 8, il est stable. Le carbone, lui, 4 plus 2, 6, il n'est pas stable, donc il s'échange, il s'allie avec un autre oxygène, 6 plus 2, 8, il est stable. Et c'est bon, vous avez compris, vous pouvez faire ça avec tout. Vous pouvez faire ça avec tout. C'est pour ça également qu'on voit beaucoup de carbone, les chaînes carbonées qui sont à l'origine de la vie en général, de pas mal de trucs. On en voit très souvent des chaînes de carbone et de l'hydrogène. C'est un carbone a besoin de 4 hydrogènes pour être stable.
Les hydrogènes sont contents, ils ont un électron du carbone, ils sont stables. Le carbone a 4 électrons venant des 4 hydrogènes qui ne peuvent en fournir qu'un seul. Et non qu'un seul, donc ils ne peuvent en fournir qu'un seul. C'est pour ça que vous ne verrez jamais une double liaison, voire une triple, une quadruple, avec un hydrogène. Un hydrogène ne peut pas faire une quadruple liaison, c'est aberrant. Il ne peut pas donner des électrons qu'il n'a pas. Petite précision, il ne peut pas non plus donner des électrons qu'il a reçus. Un hydrogène stable, donc avec 2 électrons venant par exemple d'un oxygène, ne pourra pas donner l'électron de l'oxygène. Ça voudrait dire que l'atome à qui il les donne est en lien en même temps avec l'oxygène et l'hydrogène. Donc la vidéo touche à sa fin. Les liaisons covalentes, c'est fini. Point. Voilà. Il ne reste plus qu'un petit... je vais juste vous faire une petite ouverture sur un nouveau concept. La notion de polarité. Une liaison covalente, une molécule peut être polaire ou non polaire. C'est très simple, ça en fait les électrons, un atome qui est plus gros, un noyau qui est plus gros, plus important, plus gros, oui, plus massif, plus important qu'un autre, et donc les électrons passent plus de temps autour d'un des atomes, d'un des noyaux, que autour de l'autre. C'est pourquoi le dihydrogène, donc le dihydrogène c'est 2 hydrogènes qui se stabilisent entre eux, et non polaires car ils exercent la même force l'un à l'autre. Donc les électrons passent autant de temps autour de l'un que autour de l'autre. Mais l'atome d'eau est instable. Polaire, pardon. Elle est polaire. Donc le dihydrogène est non polaire et l'eau est polaire car les électrons passent plus de temps autour du noyau oxygène. Autour de l'oxygène. Donc l'oxygène est légèrement négatif autour de... Légèrement négatif. La molécule d'eau est légèrement négative autour de l'oxygène. Et légèrement positif autour de l'hydrogène. Pourquoi légèrement négatif autour de là où les électrons passent plus de temps? Car comme je vous l'ai dit, les électrons sont négatifs. Donc plus ils sont à un endroit, plus l'endroit est négatif. Ben maintenant c'est fini. Voilà. Si vous avez aimé, bon. Honnêtement, j'ai pas envie de vous dire, ça fait trop, ça fait vraiment trop. Dépense, consomme, achète, t'emmerde. Ça fait vraiment trop ça, alors ça fait vraiment trop ça, j'ai pas envie de devenir un bidon de lessive, alors bon, je vais quand même le faire, hein, mais tu connais tout. Mais bon, j'ai pas envie de devenir un bidon de lessive, mais bon, il paraît que c'est important, donc abonne-toi, vu que je deviens, ça me rend triste de voir mon compteur d'abonnés qui ne grimpe pas. Et mets un pouce vert. Mais le plus important, mets des commentaires. S'il te plaît, si tu passes par là, mets des commentaires. Parce que j'ai vraiment besoin de retours pour améliorer mes vidéos. Vraiment besoin de retours.